Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le Mobilecast numéro 2. La première version a été bien accueillie. Merci d'ailleurs pour tous vos commentaires et continuez à commenter, c'est ça le but. Il faut échanger pour essayer d'améliorer ce qu'on vous propose. Et aujourd'hui, ça va être spécial Android 4.2 avec 3 parties. Donc la première, ce sera vous présenter rapidement Android 4.2 Jelly Bean sur le Galaxy Nexus, celui que j'utilise en fait au quotidien et qui a subi entre guillemets cette mise à jour récemment. Ensuite, on va passer rapidement à un comparatif en fait entre le Nexus 4 et le Galaxy Nexus. Et on va finir par quelque chose d'un petit peu différent. Je vous propose un mini test de la Nexus 7, la tablette de Google en 7 pouces. Donc il y a la Nexus 10 en 10 pouces, ça c'est la Nexus 7. C'est du quad-core, on va en parler un petit peu après. Et ce sera un mini-test dans le sens où on est spécialisé mobile, donc je ne vous ferai pas une vidéo longue sur la Nexus 7 de une demi-heure, une heure, etc. On fera quelque chose dans moins de 10 minutes si possible. On va commencer par Android 4.2 sur le Galaxy Nexus. Alors ici, qui a subi une mise à jour très récemment, c'était hier soir ou ce matin. Donc en version 4.2.1 avec quelques petites corrections liées à des bugs, notamment la disparition du mois de décembre, ce genre de choses. C'était un petit peu particulier et ça a été corrigé. La première chose qu'on voit, c'est qu'on a la possibilité d'accéder à des widgets dès l'écran de déverrouillage. Ça, c'est assez original. Ça permet là, par exemple de consulter son agenda. Là ici vos emails. Et si si l'appareil n'est pas protégé par mot de passe ou par autre chose, vous allez pouvoir appuyer sur un email et l'ouvrir directement. Voilà, donc ça c'est assez pratique. Hop, et ça on l'a, voilà, comme ça, et on peut également rajouter d'autres éléments comme l'heure, ce genre de choses. Ce qui est important de savoir, c'est que vous allez pouvoir également rajouter d'autres widgets en fonction des développeurs. Les développeurs pourront rajouter et peuvent déjà, il y en a déjà sur le store, peuvent rajouter des widgets et des applications, des widgets dans des applications ou des widgets uniquement des widgets qui pourront être ajoutés ici. Et ça, c'est assez bien fait. Alors, mon seul problème, c'est niveau sécurité, je vous en avais déjà parlé. Mais c'est que par exemple, quelqu'un peut directement, même si votre terminal est protégé, prendre des photos avec votre appareil. En soi, c'est pas un gros problème, mais bon, c'est toujours un petit peu gênant. Ou bien, la personne peut accéder facilement à vos emails. Elle ne pourra sûrement pas les ouvrir. C'est ça aussi l'élément de sécurité si vous mettez un password ou autre chose. Mais il pourra quand même voir les sujets, etc. Et ça, c'est pareil pour les SMS et les MMS. Ensuite, quand vous êtes dans l'interface, c'est à peu près la même chose. Il y a quelques petites différences et on va regarder ça rapidement. Donc, par exemple, ici, vous avez le tiroir des notifications qui n'a pas réellement changé. Vous avez juste cet élément-là en plus. Vous savez que dans Android, on n'a pas d'accès rapide à certains paramètres et c'est quelque chose qui a été un petit peu corrigé. En fait, vous appuyez là et vous avez ça qui s'affiche. Vous avez votre fiche ici avec en accès direct à votre fiche de contact. Le réglage de la luminosité, vous pouvez le mettre en automatique ou le régler directement comme ça. Les paramètres en accès rapide, là ici vous avez la gestion du Wi-Fi, le réseau, l'autonomie, le Bluetooth et le mode avion. Et tout est dans cet écran là. Donc en gros, plutôt que d'intégrer ces accès rapides dans une barre tout en haut, Google a préféré le mettre avec un second appui. C'est pas forcément plus pratique, mais on s'y habitue et avec l'usage finalement ça devient tout à fait naturel, donc c'est pas vraiment un problème. Bien sûr, dans cette mise à jour, vous avez aussi le nouvel appareil photo, la nouvelle interface pour l'appareil photo, donc avec les contrôles tactiles ici, que j'ai toujours moi personnellement un peu de mal parce que tout simplement quand vous avez votre doigt sur l'écran, vous voyez pas ce qu'il y a en dessous. Et du coup, voilà, moi je suis pas tout à fait à l'aise avec ce système pour l'instant, mais je compte m'y habituer, j'ai pas vraiment le choix a priori. Mais voilà, c'est comme ça que ça se passe. Vous pouvez ajuster les différents éléments comme ça. Et ensuite là, vous avez également l'application Photosphère. Alors que j'ai eu l'occasion de tester, on en avait un peu parlé dans le dernier Mobilecast, et en fait ça permet tout simplement de créer des espèces de photos panoramiques mais en sphère. Et c'est assez intéressant, ça reprend des concepts qui existent déjà à travers différentes applications comme PhotoSynth de Microsoft par exemple. Je l'ai testé et sincèrement le résultat est un peu décevant et je l'ai essayé sur Galaxy Nexus et sur Nexus 4, c'est la même chose, c'est-à-dire que l'assemblage des photos se fait pas forcément très bien et au final c'est le gros problème.
en tant que tel, enfin, le fonctionnement à proprement parler est pas mauvais. Alors vous verrez pas là forcément à la caméra, mais vous ajustez comme ça, vous mettez dans le point, il y a un petit point et vous pouvez voilà, prendre la photo. Et c'est vrai que quand on fait les photos, c'est assez intéressant, mais c'est une fois que vous essayez de les regarder que c'est pas forcément très sympathique comme résultat. Mais vous pourrez quand même arriver à un résultat réussi si vous prenez un peu de temps, si vous bougez pas trop. Quand vous vous déplacez, vous tournez sur un axe très droit, etc. Mais bon, c'est pas forcément super pratique. Dans les paramètres d'affichage, vous avez maintenant l'écran de veille interactif. En anglais, ça s'appelle Daydream, comme rêver de jour. Et donc là, on a l'horloge, le cas de photo, les différentes couleurs, ce qu'ils appellent couleurs. On va regarder ça très rapidement. Donc vous pouvez faire commencer voilà, en bas pour voir un peu à quoi ça va ressembler. Et donc c'est un écran de veille, hein, tout simplement. Il n'y a pas de, je sais pas si en soi c'est vraiment très intéressant, mais vous l'avez et là vous pouvez par exemple, voilà, hop, toc, bon, ok, ce genre de choses. Donc là je pense qu'il fallait configurer l'application. Mais bon, apparemment, voilà, ce genre d'éléments. Et le tableau photo, je ne me rappelle plus exactement ce que c'est. On va faire comme ça pour voir. Voilà. Donc là, vous avez vos photos qui sont censées défiler. Donc ça, c'est l'écran de veille interactif. Vous pouvez l'activer ou non après une certaine durée, bien sûr. Là, par exemple, veille après 1 minute d'inactivité, vous pouvez régler ça et avoir cet écran de veille qui s'affiche. Donc à la manière finalement d'un ordinateur, ce genre de choses. Ça peut être intéressant, mais d'après moi, ça reste une fonctionnalité gadget. Dans Android 4.2, vous trouverez également un nouveau clavier. C'est le clavier initial qui a été retravaillé, qui est plus intelligent et qui est peut-être plus pratique à l'utilisation. La grosse particularité de ce nouveau clavier, c'est d'avoir intégré un système qui permet de tracer des lignes entre les lettres pour créer des mots. Ça fait penser un peu à Swipe. Et c'est franchement pas mal fait. Moi sur tablette, je continue à utiliser SwiftKey, mais pour tout vous dire, ce système-là, il est vraiment bien fait. Donc là, par exemple, je vous montre. Salut. Hop. Voilà, vous voyez peut-être pas très bien. Voilà. Ce que j'aime bien aussi, c'est bien sûr quand on fait espace, on a toute cette barre qui s'affiche avec la possibilité par exemple d'afficher rapidement le point d'interrogation, la virgule, et ça c'est quand même très pratique. Et là vous voyez, bah ça va, que pensez-vous de ce nouveau clavier? Bon voilà, ça marche bien. Et ça va vous proposer des mots, c'est un clavier qui est beaucoup plus intelligent et qui est très fluide à l'utilisation, hein. Vous voyez, ça marche très bien. Donc bien sûr là-dessus vous avez des concurrents, vous avez Swipe, vous avez également d'autres claviers qui sont disponibles sur le market, enfin sur le Play Store et qui sont un peu plus petits peut-être en termes de volume de téléchargement, mais vous avez également SwiftKey qui va bientôt sortir dans une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Flow et qui permettra de faire exactement la même chose et on verra à ce moment-là ce que ça vaudra par rapport à ça. En tout cas, sur mon Galaxy Nexus, je me suis mis sur ce clavier, le clavier par défaut, et j'ai un peu mis de côté SwiftKey pour l'instant, en attendant que Flow soit disponible. Donc c'est un bon petit clavier qu'on nous propose ici. Dans tous les cas, cette mise à jour 4.2 sur le Galaxy Nexus est très fluide, elle fonctionne vraiment très bien. Elle n'a pas forcément donné une deuxième jeunesse à mon Galaxy Nexus parce qu'il était déjà très bon et c'est surtout la mise à jour 4.1 qui a vraiment changé la donne. Mais là, la 4.2 rajoute quelques petites fonctionnalités qui font toujours plaisir à voir arriver sur nos terminaux. Donc là-dessus, je dirais que du bon de toute façon. Et on va pouvoir maintenant comparer rapidement le Galaxy Nexus sous la 4.2 au Nexus 4. Alors le Nexus 4 de LG, c'est un appareil dont on a déjà parlé il y a 2 semaines et même on en parle quasiment tous les jours en ce moment. Le test arrive, vous inquiétez pas, il y a une chose à savoir, c'est que sur le terminal qu'on a pour l'instant, c'est encore un prototype. Alors c'est un prototype sur le fait qu'il y ait écrit ça à l'arrière et sur l'avant qui apparemment va changer légèrement avec la version commerciale. Par contre, j'ai vérifié avec LG au niveau de l'interface et avec les récentes mises à jour, on a exactement la même expérience que sur la version commerciale. Donc on va pouvoir comparer le Galaxy Nexus au Nexus 4
sur certains petits points au niveau fluidité, notamment sur le web, ce genre de choses. Ce qui est important de noter, c'est qu'aujourd'hui c'est possible de le comparer puisqu'il y a eu quelques récentes mises à jour qui ont apporté des corrections, des correctifs. Sinon ça n'aurait pas été vraiment possible de le faire. Bien sûr, sur le Nexus 4, vous avez également le système de widget de page d'accueil, hein, ici, voilà, comme ça. Et hop, vous pouvez déverrouiller l'appareil et accéder à l'écran d'accueil. Alors la première chose qu'on va regarder entre le Nexus 4 et le Galaxy Nexus, c'est la qualité de l'écran. En termes de résolution, on est sur quelque chose d'assez similaire, hein. On est sur du 720 par 1280 sur le Galaxy Nexus et 768 par 1280. On a une densité de pixels qui est quasiment la même sur le Nexus 4 par rapport au Galaxy Nexus, pour une raison simple, c'est que le Nexus 4 est un petit peu plus grand au niveau de l'écran. Là, vous voyez ici, là, je les mets pile à la même taille. Je crois qu'il est légèrement plus large. Voilà, ça se voit sûrement d'ailleurs. Là, on est plus en longueur. Là, on a un tout petit peu plus de largeur. Et donc, ça rajoute un peu plus de place. Du coup, la résolution est un peu plus élevée sur les côtés comme ça. Mais l'écran est un peu plus grand. C'est du 4.7 et l'autre, c'était du 4.65. Et on a du coup une densité de pixels qui est en fait la même puisque ça se recoupe. Au niveau de l'écran, sur le Galaxy Nexus, on a du Super AMOLED. Sur le Nexus 4, c'est pas du Super AMOLED, mais l'écran reste quand même de bonne qualité. Malgré tout, je dirais que j'ai pu quand même voir quelques différences assez importantes au niveau de la gestion des noirs, ce genre de trucs. Et alors, du coup, pour voir ça un petit peu mieux, ici, donc, je vais essayer de vous montrer ça. Là, par exemple, vous voyez, avec un angle comme ça, la barre noire sur le Nexus 4 elle est beaucoup plus bleutée que la barre sur le Galaxy Nexus qui est elle un peu plus grisée. Et ce genre de choses, ça se voit vraiment à l'utilisation. Alors bien sûr, ça c'est des éléments pour chipoter peut-être un petit peu. Mais moi ce que j'aimais beaucoup sur le Galaxy Nexus, c'est que voilà, le noir était très noir. Donc on peut le voir ici. Là ici sur le Nexus 4, ça va être un petit peu différent. Ça va être légèrement plus grisé, un peu bleuté du coup quand on part sur les côtés. Là vous voyez ce genre de choses. Ça normalement on n'arrive pas à obtenir ce genre de résultat. Voilà, vous voyez sur Galaxy Nexus on a des noirs qui restent relativement fiables, on va dire. Là on part un peu sur les bleus quand vous regardez le blanc ici. Là ici ça va être un peu plus marqué, peut-être pas dans les couleurs mais sur les noirs, ce genre de choses. C'est un peu différent, c'est une gestion différente. Personnellement, je préfère un peu plus l'écran du Galaxy Nexus par rapport à celui du Nexus 4. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en termes d'ergonomie à l'utilisation, celui du Nexus 4 est vraiment plus agréable pour un élément qui est simple. C'est que sur les côtés, en fait, vous avez des légers rebords. C'est un petit peu bombé, alors que là, on a un petit rebord sur lequel le doigt va légèrement buter. Et du coup, pour passer votre doigt là-dessus, c'est très très agréable. Ça fait en fait penser à ce qu'on trouve sur un N9 de Nokia ou ce genre de choses. Et donc, c'est très très agréable. On va faire un petit comparatif sur le web en termes de fluidité, voir comment il se comporte. Comme le Nexus 4 a Chrome comme navigateur par défaut, c'est le navigateur qu'on va utiliser également sur le Galaxy Nexus. Donc là, on est sur test mobile sur les deux terminaux. Et il y a un truc qui est assez évident, c'est qu'effectivement c'est légèrement plus fluide sur le Nexus 4. Alors c'est normal, hein, bien sûr on n'a pas les mêmes spécifications, le Nexus 4 est plus équipé, ce genre d'éléments ça joue bien sûr. Moyennant quoi, moi je trouve quand même que bien sûr le Galaxy Nexus c'est pas ridicule, mais bon c'est vrai que on le sent bien, hein. On le sent bien et... Cela étant dit, voilà, comme je dis, le Galaxy Nexus, ça reste un terminal qui est très performant pour ce genre d'action, ce genre de tâches. Petit à petit, effectivement, il va se faire rattraper par d'autres appareils. Le Nexus 4 fait partie de ces terminaux qui, clairement, voilà, ils sont beaucoup plus fluides. On va lancer un article pour voir. Ouais, moi je vois bien que là vous voyez c'est beaucoup plus réactif, ça suit beaucoup plus rapidement le doigt que là, je sais pas si ça se voit à la caméra. Et puis il y a autre chose, alors c'est peut-être aussi parce que mon Galaxy Nexus a un peu vécu,
mais l'écran est beaucoup plus agréable au toucher. Le côté tactile sur le Nexus 4 est beaucoup plus agréable, ça glisse beaucoup mieux. Mais encore une fois, c'est peut-être dû au fait que voilà, mon Galaxy Nexus n'est pas pas tout jeune, entre guillemets. On va aller sur un deuxième site pour voir. Là, on regarde un autre site un peu plus lourd. Et le constat est le même, hein. Le Galaxy Nexus n'est pas ridicule, mais le Nexus 4 est largement plus fluide, largement plus agréable à l'utilisation. Vous voyez à quelle vitesse ça défile, à quel point ça suit mon doigt. Sur le Galaxy Nexus, bah, c'est un petit peu moins fluide. C'est même un peu plus qu'un peu moins fluide. C'est-à-dire que encore une fois, il n'est pas ridicule, mais la différence est vraiment notable. Donc bon, bah ça c'était pour le web. Donc on a vu que le Nexus 4 était au-dessus du Galaxy Nexus. On n'a pas les mêmes specs, mais là on l'a vraiment bien constaté. Au niveau de la saisie texte, on retrouve le même clavier hein, sur le Nexus 4 que sur le Galaxy Nexus avec le système de traits. Il est aussi performant sur l'un que sur l'autre puisque c'est le même système. La seule différence, ça va être le fait que, comme je vous disais, le Nexus 4 a un écran qui est vraiment très bien fait, très optimisé ça va être bizarre ce que je vais dire, mais pour le tactile, mais c'est surtout pour les gestes de ce type-là, avec les rebords, etc. Et il est très lisse, enfin très glissant, et c'est beaucoup plus agréable d'utiliser des systèmes de ce type-là sur le Nexus 4 que sur le Galaxy Nexus. Mais je dirais que bon, c'est un système qui reste quand même, comme je vous ai montré tout à l'heure, qui reste performant sur le Galaxy Nexus. Maintenant, on va plutôt parler performance. Ces deux appareils ne sont pas équipés de la même façon. On a un quad-core sur le Nexus 4, on est en dual-core sur le Galaxy Nexus. Ça fait une grosse différence. Donc, on va voir comment ça se concrétise finalement dans l'interface à l'utilisation. Donc, par exemple, là, j'étais dans la saisie texte. Vous faites une rotation. Voilà, on a quand même un délai. Déjà, je trouve que le délai c'est assez long, même sur le Nexus 4. On a une grosse différence quand même entre les deux appareils. On va lancer l'appareil photo sur les deux terminaux en même temps. Bon, là-dessus, je dirais que c'était à peu près la même chose. On va voir, on va réessayer. Voilà, ouais, bon. Peut-être un petit peu plus rapide, bien sûr, sur le Nexus 4. On va lancer YouTube. Bon, là c'est à peu près la même chose, ça va dépendre également du réseau et du coup de la connexion internet. J'ai lancé le benchmark Antutu dans sa toute dernière version sur les deux terminaux et on voit que le score est vraiment différent de l'un à l'autre, hein, logiquement. On a d'ailleurs quasiment le double, même pas quasiment, on a le double du score sur le Nexus 4 par rapport au Galaxy Nexus. Donc vraiment sur le papier, le processeur quad-core et puis bon, tout ce qui tourne autour également performe beaucoup mieux. 2 fois mieux si on en croit les chiffres, mais bien sûr il ne faut pas se baser que sur des chiffres pour juger ce genre d'éléments. Alors concrètement, qu'est-ce que ça signifie ces différences de performance d'un terminal à l'autre? Eh ben, enfin, c'est assez simple. Le Galaxy Nexus s'en sort un petit peu moins bien. Il reste très performant sur les fonctionnalités de smartphone à proprement parler, email, web, mais pas uniquement, puisque moi j'ai pu l'utiliser dans différents jeux en 3D assez complexes comme Dead Zone, Shadowgun Dead Zone, et ça tourne relativement bien, mais il faut bien reconnaître que sur le Nexus 4 ça tourne mieux et bien mieux quand même. L'écran en plus est très agréable à utiliser, et puis le quad-core on voit vraiment son impact sur les jeux vraiment lourds. Donc je dirais que clairement aujourd'hui, si vous deviez faire un choix entre un Galaxy Nexus et un Nexus 4, si vous n'avez pas encore le Galaxy Nexus et que vous souhaitez vraiment, vous hésitez entre ces deux terminaux, si on juge d'un point de vue performance, le Nexus 4 est au-dessus, c'est clair. Par contre, d'après moi, et ça va être ma situation puisque j'ai un Galaxy Nexus, est-ce que moi je vais acheter forcément le Nexus 4? Dans un premier temps, non. Je trouve que le Galaxy Nexus avec ses récentes mises à jour est assez performant et même très performant. Il reste un excellent smartphone et je vais le conserver en attendant de voir comment le marché évolue, les nouveaux terminaux qui vont sortir. Il tourne sous la 4.2, je veux dire, il est très fonctionnel. Il reste également bon pour tout ce qui est jeu, même si on commence clairement à se rendre compte des différences par rapport aux terminaux quad-core qui sortent. Mais c'est pas pour autant que je vais l'abandonner.
Moi, c'est un conseil que je vous donne, hein. Si vous avez le Galaxy Nexus et que vous n'êtes pas forcément frustré des performances qu'il offre, je vous conseille de le conserver, de rester encore un petit peu dessus en attendant de voir les prochains terminaux qui sortiront. Tout ça, c'était Android 4.2 sur des smartphones et c'est très performant, c'est très intéressant. Quelque chose qu'on n'a pas encore pu voir sur test mobile, puisque on teste normalement des mobiles, c'est les tablettes. Et Android 4.2 sur une Nexus 7, vous allez voir que c'est plutôt intéressant. C'est pas exactement la même chose. Enfin, c'est très très proche, bien sûr. Il y a des petits éléments qui changent. Et moi, ce que je vous propose là, hein, comme je disais en introduction de cette vidéo, c'est de tester très rapidement la tablette Nexus 7. Donc, pour rappel, la Nexus 7 qui est produite par Asus, c'est une tablette qui appartient à la gamme Nexus, mais qui a été entre guillemets commandée, qui est une collaboration entre Asus et Google. C'est un écran 7 pouces, donc c'est une petite tablette, on va la qualifier de petite tablette. C'est d'une résolution, enfin elle a une résolution de 1280 par 800. On l'a en version 16 Go et 32 Go. Alors à l'intérieur, on a un processeur quad-core 1,2 GHz, c'est du Tegra 3 qui lui donne vraiment toute sa patate, j'ai envie de dire. Et au niveau de l'autonomie, on a une batterie de 4325 mAh d'après ce que j'ai constaté sur mes usages à moi de tablette, à savoir un petit peu de web de temps en temps, consulter mes mails régulièrement et jouer de temps en temps aussi pendant peut-être 1 heure par jour, ce genre de choses dessus, des jeux un peu lourds. Je me retrouve avec 3 jours d'autonomie à peu près, 3-4 jours d'autonomie, donc c'est plutôt pas mal je trouve. J'ai pas beaucoup d'expérience en tablette, mais j'ai l'impression que c'est plutôt une belle performance. De face, c'est une tablette qui est vraiment un design classique, hein, comme vous pouvez le voir, avec des bords légèrement chromés comme ça, mais tout est en plastique. Mais c'est du plastique dur, c'est plutôt du plastique de qualité, hein, je dirais. Et puis à l'arrière, vous avez ce petit revêtement en sorte de caoutchouc. Alors c'est plus du soft touch avec un léger relief, le logo Asus, le haut-parleur en bas. Comme vous pouvez le voir, vous n'avez pas de caméra principale, vous avez juste une caméra frontale qui se trouve juste au milieu pour faire de la visio, ce genre de choses. Et puis sur les tranches, on va regarder rapidement. Donc vous n'avez rien sur le côté gauche à part un petit micro ici et des emplacements, enfin des petits éléments, des connecteurs pour un dock. Au-dessus, alors désolé, je suis un petit peu serré, ouais, on n'a pas grand chose au-dessus. En dessous, on a le port USB le port micro USB qui sert pour charger. C'est ce qui est plutôt agréable parce que par exemple, moi j'avais une Galaxy Tab et ça chargeait avec un port propriétaire Samsung et c'était un peu pénible, et là c'est pas le cas. On a le jack 3.5 et ça va être tout de ce côté-là. Et ici, on a 2 boutons, pardon, c'est le bouton on-off, verrouiller, déverrouiller, et le bouton de volume, la touche de volume. Et le seul reproche que je pourrais faire finalement en termes d'ergonomie à cette tablette, c'est ces 2 boutons. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont, on le voit très très bien ici, ils sont situés sur une pente. Donc c'est légèrement arrondi pour l'arrière, de manière à pouvoir bien la tenir comme ça dans sa main, et c'est plutôt agréable. Mais à l'utilisation, ces touches-là, ça va pas être très très confortable, parce qu'en fait, quand vous allez essayer de l'attraper avec le doigt de cette manière-là, eh bien, votre doigt, la touche va être sur la pente de ce côté-là, et c'est pas, vous allez toucher la touche de côté, et c'est pas du tout ergonomique. Et alors je sais pas si vous voyez exactement ce que je veux dire, c'est pas évident de s'en rendre compte, mais à l'utilisation je trouve que ces touches c'est vraiment un calvaire. Donc c'est un petit peu dommage. Je trouve que Asus là-dessus aurait pu faire un petit effort. Je trouve que Samsung fait du bon boulot par rapport à ça. Il y avait Motorola sur la Xoom, c'était pas non plus mauvais, et là ici on a quelque chose qui est un petit peu moyen sur ce point là en tout cas. Sinon, en termes d'ergonomie, tient en main à une main. C'est ça qui est intéressant aussi avec les tablettes 7 pouces, c'est que vous pouvez la tenir à une main comme ça, ou la manipuler de cette façon-là. Vous avez également tout en bas toute une zone noire ici, et qui permet d'une certaine façon de l'attraper de cette façon-là. Voilà. Et vous la tenez comme ça, et vous pouvez tout simplement lire quelque chose sur la tablette sans toucher vraiment l'écran et en la tenant à une main. Et elle n'est pas très lourde, du coup c'est tout à fait possible de faire comme ça. Alors Android 4.2 sur une tablette, finalement c'est à peu près la même chose que sur un smartphone, à quelques petites différences près, et je vais montrer ça très rapidement.
Mais vous avez quelques petites subtilités qui sont des éléments qu'on retrouve uniquement sur une tablette. À commencer par le système de multi-utilisateur qu'on ne retrouve pas sur les téléphones mobiles, puisqu'ils partent du principe que le mobile, vous n'allez pas le prêter à tout le monde. Par contre, peut-être que la tablette, vous allez effectivement la partager avec différentes personnes. Et là, on le voit ici, donc il y a écrit propriétaire et Axel. Et donc ça, c'est deux profils. J'ai créé un profil qui s'appelle Axel, je peux déverrouiller, j'ai accès à mon écran d'accueil ici. Donc ça, c'est l'écran d'accueil par défaut sur la Nexus 7. Et si hop, je déverrouille ici, je vais dans propriétaire. Voilà, j'ai tous les éléments qui changent. Je me retrouve sur un second écran d'accueil avec toutes mes applications associées. Voilà. Alors je vais retourner sur l'autre profil pour vous montrer. Hop. Voilà. Au niveau des applications ici, vous voyez, j'en ai beaucoup moins. Il me redonne les tutoriels pardon, à l'utilisation, ce genre de choses. Et donc ça montre vraiment qu'on a une interface qui est dédiée pour chaque utilisateur. Et ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, comme vous avez vu sur l'écran de déverrouillage, vous avez toujours les widgets ici. Donc ça, c'est comme sur smartphone. Bien sûr, vous n'avez pas le défilement sur la droite qui permet d'accéder à l'appareil photo. Et là, on a les différents widgets ici, voilà. Donc là, Gmail, etc. Bon, je peux rajouter ça si j'ai envie. Voilà, boîte de réception. Il va me l'ajouter là. C'est plutôt agréable. Ensuite, au niveau du tiroir des notifications, c'est géré de manière différente. Vous avez deux tiroirs maintenant. Alors, je trouve ça un peu étrange. Mais à l'usage, on s'y fait. En fait, si vous descendez votre doigt sur la gauche, vous avez ce premier tiroir là, qui est le tiroir habituel hein, qu'on connaît bien. Donc avec, là ici par exemple, mes emails, etc. Je peux enlever les notifications de cette façon-là. Je peux les supprimer aussi en appuyant ici. Et si vous défilez un peu plus sur la droite, vous avez le deuxième. Et donc cet écran-là, ce tiroir ici, c'est celui qu'on avait, rappelez-vous, sur smartphone, quand on défile voilà, une fois et qu'on appuie ensuite ici. Voilà. Et donc là, vous l'avez, vous avez juste deux zones de l'écran, ici et ici. Et sinon, c'est les mêmes données. Hein. Vous avez accès à votre fiche, la luminosité, les paramètres en accès rapide, ce genre de choses. On parlait des utilisateurs et là dans les paramètres on peut les configurer, on peut les gérer. Donc avec ici vous voyez un utilisateur que j'ai créé en plus. Là c'est l'utilisateur propriétaire qui a les droits de création et de gestion des utilisateurs. Et c'est plutôt bien fait, vous appuyez dessus, vous pouvez le gérer, lui changer son nom, etc. Et ça c'est vraiment une bonne idée pour toutes les familles ou les couples, enfin bref, les personnes qui utilisent des appareils de ce type-là à plusieurs. Bien sûr, vous avez également ce clavier-là, avec les traits qu'on peut tracer pour écrire du texte, et il marche vraiment très bien. Surtout voilà, sur une tablette de ce type-là, on a beaucoup plus la possibilité de déplacer son doigt de cette façon-là. C'est assez agréable, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser celui-là, vous pouvez en télécharger d'autres. Et en mode paysage, ça ressemble à ça. C'est peut-être pas optimal, et d'ailleurs par rapport à ça, je trouve que les claviers, alors là moi je ne l'ai pas installé, il est sur mon autre profil, mais les claviers de type SwiftKey spécial pour les tablettes, qui est divisé en deux parties, c'est un peu plus pratique. Alors après, à l'utilisation au quotidien, moi c'est une tablette qui me convient tout à fait, de par son format déjà, 7 pouces, je trouve ça très agréable à prendre en main, même si, oui, vous avez moins de place que sur une tablette 10 pouces ou 8.9, ce genre de truc, et même sur un iPad mini. Mais au final, je trouve que c'est assez confortable, et pour la saisie de texte notamment, c'est surtout pour ça que je l'avais acheté à la base, et pour la consultation web également, hein, mais pour la saisie de texte, ça marche très très bien avec ce clavier qui prend une partie de l'écran en bas et toute cette zone supérieure où vous pouvez visualiser ce que vous êtes en train de rédiger. Pour consommer du contenu, bien sûr, elle est agréable. Je pense par exemple à tout ce qui est lecture musicale, avec notamment la synchronisation avec Google Music qui marche parfaitement sur cet appareil. Vous avez également l'accès à toutes les fonctionnalités liées à Google Play, donc tout ce qui est film, il y a la musique bien sûr, tout ce qui est livres et les applications, etc. etc.
Au niveau du web, on est sur une tablette quad-core, ça marche extrêmement bien. Ça marche extrêmement bien, c'est très très agréable. À l'utilisation au quotidien, moi je trouve que vraiment une tablette, il n'y a rien de mieux pour surfer sur le web. Et on le voit encore plus sur une tablette de ce type-là, qui est très très performante. Et alors là, elle nous propose Chrome en navigateur par défaut, et tant mieux d'ailleurs, avec ses onglets, ça marche extrêmement bien. Donc j'attends juste qu'il y ait les sites qui chargent, voilà, derrière. C'est très fluide. Vous avez ce système-là qui permet, quand les éléments sont un petit peu petits à l'écran, d'afficher en plus grand pour pouvoir, voilà, vous permettre de voir un peu mieux. Donc là je suis sur The Verge, c'est un site un peu plus lourd que le nôtre, j'attends juste que c'est fini de charger. On va lancer un article. Bon, voilà, vous voyez à peu près ce que ça donne hein, sur le web. Ça marche vraiment bien, c'est très très fluide à l'utilisation. C'est extrêmement confortable. Alors parfois parfois il y a un léger délai au début, le temps que le contenu charge bien. L'écran est légèrement moins intéressant, moins agréable à l'utilisation que sur par exemple un Nexus 4. Bon, ça n'a rien à voir, hein, mais je trouve quand même, on a un toucher qui fait plus penser à, ouais, je sais pas, la Galaxy Tab 8.9, mais en plus fluide que celui qu'on a sur un Nexus 4. Voilà, pour consommer du contenu comme ça, c'est vraiment très plaisant. Et ensuite, après, vous avez bien sûr les applications qui sont optimisées pour les usages tablettes avec voilà, des mises en page comme ça. Et ça, c'est très agréable, ça marche bien. En plus, je veux dire, il n'y a rien de mieux. Si vous n'êtes pas chez Gmail, il faudrait que vous utilisiez ce client-là. Alors moi, je ne l'ai pas configuré, mais il se présente de la même façon. C'est juste que vous pouvez installer différents comptes email. Ensuite, après, la galerie, très basique. Ici, en plus, je suis sur un compte où il n'y a rien. Mais bon, voilà, elle se présente de cette façon-là. Et c'est la galerie classique d'Android Jelly Bean. Le calendrier est vraiment très agréable à utiliser puisqu'il est fait vraiment pour les usages tablettes. Donc vous appuyez sur un jour, vous avez en bas le petit calendrier qui s'affiche avec les dates en accès rapide. Là, les différents calendriers à gérer. Vous pouvez appuyer sur moi et vous avez une vue de cette façon-là. Je ne sais plus si on peut zoomer, dézoomer. Normalement, oui, voilà, ça c'est depuis ICS. Et c'est tout. D'après moi, c'est vraiment parfait, quoi. Voilà, un grand calendrier comme ça. Vous avez la vue jour de cette façon-là, avec la journée ici, etc. Enfin, ça marche extrêmement bien. Cela étant dit, voilà, il y a encore quelques petits problèmes de compatibilité, j'ai l'impression. Par exemple, ici, c'est une application Google Reader, que j'utilisais avant sur ma Galaxy Tab 8.9 et qui s'affichait en mode tablette. Et ici, sur la Nexus 7, elle reste en mode smartphone. C'est-à-dire que là, j'utilise une application de smartphone. Et donc, c'est un petit peu dommage parce que c'est pour typiquement ce genre d'usage. Là, Google Reader, c'est pour faire notre veille d'actualité. Et je me suis rendu compte que c'était pas aussi confortable que sur la Galaxy Tab. Alors, j'imagine que c'est une question de temps. Ça devrait se développer. Et ça devrait devenir de plus en plus compatible. Mais aujourd'hui, il y a encore quelques applications, même officielles Google, que vous allez installer et qui vont s'afficher de cette façon-là. Et c'est un petit peu dommage. Par contre, vous avez aussi des applications qui sont développées par d'autres développeurs, hein, qui sont complètement tierces par rapport à Google, qui vont utiliser à la perfection ce type d'interface en colonne. Qui marche très bien. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, c'est une application avec des mises en page différentes. Vous allez télécharger exactement la même application sur votre smartphone et sur votre tablette. C'est juste que l'application va détecter que vous êtes sur une tablette et vous proposer cette interface-là. Et ça va vous permettre, à la fois, c'est pas forcément idéal parce que c'est pas comme sur l'environnement Apple où vous avez des interfaces vraiment dédiées tablette 100% qui sont développées de base pour la tablette.
Ici, ça va être plus des adaptations de l'interface mobile pour tablette et généralement le système c'est par colonne. En gros sur mobile, vous allez d'abord avoir cet écran là avec cette partie là et ensuite quand vous appuyez sur un élément, hop, vous allez avoir la deuxième partie qui va s'afficher. Là vous avez les deux en même temps. Mais c'est bien, ça marche franchement bien. Deux petits éléments dont je voulais parler rapidement avant de passer à tout ce qui est jeu et puis finalement conclure sur ce rapide test. C'est que dès la sortie de la boîte, en fait, j'ai eu des petits problèmes de multitouch. Et finalement, ces problèmes, ils ont été un peu réglés tout seul. Je sais pas forcément tout seul, mais avec les mises à jour. Typiquement, normalement, quand je croisais en multitouch deux doigts, ça posait beaucoup de problèmes. Et donc, c'est l'utilisation même du multitouch. Là, par exemple, vous voyez bien que 2 et 1 restent sur mes doigts. Quand j'utilisais avant ces récentes mises à jour, parfois 2 se retrouvaient sur 1. Et enfin, ça posait pas mal de problèmes. Il y a un deuxième élément et c'est pas un bug là et c'est même pas un vrai problème, et c'est juste pour vous le signaler. Si vous achetez cette tablette, vous serez peut-être surpris au début quand vous insérez le jack 3.5 que le son fonctionne pas forcément très bien. Voilà. En fait, ce qu'il y a, c'est que je sais pas pourquoi, mais Asus a fait un port jack où il faut vraiment appuyer très fort. Oui, il faut appuyer très fort et il faut que ça fasse un petit clic pour que le jack soit vraiment bien inséré. Et au début, c'est un peu surprenant et voilà, je tenais juste à vous le préciser. Mais après, le son, bien sûr, il n'y a aucun souci, ça marche très bien. Pour finir notre test de la Nexus 7, on va jeter un œil à un jeu vidéo rapidement. Et là, ici, c'est Shadowgun Dead Zone en multijoueur. Et c'est pour juste vous montrer une chose. Alors, au-delà de la performance, ok, c'est une quad-core, ça tourne super bien. Ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'attarder là-dessus. Les performances sont excellentes pour l'instant et pour les jeux encore pour un bon bout de temps. Voilà, c'était en train de charger. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, je vous avais parlé du Galaxy Note que je trouvais parfait pour jouer à ce type de jeu. Je trouve que 7 pouces, c'est presque même encore mieux et vous allez voir ça. Alors, je suis pas très bon à ce jeu, mais en tout cas, c'est extrêmement performant et confortable. Voilà, mais vous voyez sur ce type de jeu où ça se joue avec des pads sur les côtés, des petits joysticks virtuels, hop, c'est tout à fait, c'est parfait quoi. C'est tout simplement parfait puisque voilà, vous avez un doigt sur chaque et oups, salut. Sinon tu veux bien mourir éventuellement. Je sais plus ce que j'étais en train de dire. Oui, c'est tellement parfait que je suis assez mauvais. Voilà. Mais en tout cas, c'est parfait. Vous avez un pouce là. Vous avez beaucoup de place au milieu de l'écran pour pouvoir jouer. Et c'est extrêmement agréable. Et donc je pense qu'on a fini sur cette petite tablette de Asus. C'était un test rapide, hein. Vous avez vu, normalement on s'attarde sur toutes les fonctionnalités. Là j'ai fait le tour dans les principales options pour vous en parler. Et donc premier point, niveau ergonomie, moi ce que j'aime beaucoup c'est le format 7 pouces. Ça rentre dans la main comme ça et c'est très agréable. Elle est plutôt fine, donc c'est vraiment sympa. Elle rentre bien dans la main parce qu'elle est légèrement arrondie à l'arrière. J'ai juste pas trop aimé les boutons sur les côtés, on-off, verrouiller, déverrouiller et volume, puisque je l'ai trouvé assez peu accessible. Donc ça c'est d'après moi un petit problème d'ergonomie. Sinon au niveau des fonctionnalités et des performances, on a quelque chose de très sympa. Et ce qui est surtout intéressant, c'est que on a accès aux toutes dernières versions d'Android avec les toutes dernières performances qu'on peut avoir sur un terminal Android aujourd'hui. Pour un prix qui n'est pas forcément élevé sur le Play Store. Elle coûte 199 €, donc 200 € et pas uniquement sur le Play Store. Moi je l'ai acheté pour tout vous dire à la Fnac et elle coûte le même prix. Comparé par exemple à un iPad mini qui est certes un peu plus grand et qui a d'après moi des finitions qui sont légèrement meilleures et qui coûte 140 € de plus, qui coûte 300, je crois 340, bah ouais.
Donc c'est une sacrée différence de prix. On connaît Apple et ses prix vraiment élevés. D'ailleurs, pour tout vous dire, moi j'ai hésité entre l'iPad mini et cette tablette, mais comme j'étais pas mal déjà utilisateur dans l'environnement Android, j'ai décidé de prendre cette tablette pour pouvoir continuer à utiliser mes applications payantes sur cette tablette. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que si vous avez un smartphone, vous avez acheté des applications, vous les retrouvez sur la tablette, et ça c'est quand même bien, c'est une bonne chose. Ce Mobilecast numéro 2 est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été plus longue que prévu, mais vous m'aviez dit de ne pas faire trop attention à la durée, donc c'est ce que j'ai fait. En tout cas, si vous avez des questions, que ce soit sur ces produits dont on a parlé, donc la Nexus 7, le Galaxy Nexus sous la 4.2, sous Android 4.2 ou le Nexus 4, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas également à donner votre avis sur ce format de vidéo, c'est la deuxième, elle est peut-être un peu différente, n'hésitez pas à faire des propositions, des suggestions, à critiquer également, du moment que c'est constructif, il n'y a aucun problème. Et ben moi je vous dis à très bientôt pour le Mobilecast numéro 3 et bien sûr pour toutes les vidéos de test et de comparaison.